Monsieur le Président, messieurs, madame, j'ai vu une seule dame, je crois, ou deux, mesdames. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est vraiment un grand honneur d'être devant une assemblée de chirurgiens. Ma tâche était de vous parler de l'ablation, des techniques d'ablation dans le traitement de l'AFA. Et avant de vous parler de ça, il faut que vous compreniez bien les mécanismes de la fibrillation auriculaire, parce qu'on ne traite pas les patients, on ne traite pas bien tous les patients qui font de l'AFA. Sur le plan clinique, les sociétés savantes ont émis une définition pour qu'on parle tous de la même chose, des fibrillations auriculaires. Les fibrillations courtes, ce sont celles qui durent le moins de 48 heures. Après, le terme persistant, ça concerne les patients qui ont plus de 7 jours d'arythmie ou qui ont besoin d'une cardioversion, qu'elle soit médicamenteuse ou électrique, pour restaurer un rythme sinusal. Après quoi, quand la fibrillation atriale persiste, soit que vous n'ayez pas essayé de la réduire, soit que vous n'y soyez pas arrivé, plus d'un an. On parle de fibrillation atriale persistante, et quand ça dure ça s'appelle long standing en anglais, quand elle est persistante depuis plus d'un an, et quand vous avez abandonné après les 7 jours de tentative de restauration de rythme sinusal, un rythme sinusal de moins d'un an, une fibrillation atriale de moins d'un an, s'appelle le terme, c'est fibrillation atriale permanente. Les mécanismes de tout ça ne sont pas du tout les mêmes, et les efficacités de traitement, en particulier de l'ablation, sont extrêmement différentes si vous essayez de traiter quelqu'un qui présente de la fibrillation atriale paroxystique ou de la fibrillation atriale permanente, surtout si elle dure depuis plus d'un an. Les mécanismes initiaux de la fibrillation atriale ont été très bien décrits, en particulier par l'équipe de Michel Essaguer à Bordeaux, et on a découvert que les patients qui n'avaient pas de cardiopathie sous-jacente avaient comme mécanisme initiateur des potentiels électriques anormaux qui naissent en particulier dans les premiers centimètres des veines pulmonaires, après quoi ce sont des phénomènes électriques autonomes qui se propagent, qui bombardent l'oreillette jusqu'à ce qu'elle passe en fibrillation atriale. Et à ce moment-là, la fibrillation atriale, ce sont des petites vagues de réentrée qui se propagent à l'intérieur de l'oreillette, avec des vagues dominantes qu'on appelle des rotors. Alors, associé à tous ces mécanismes électrophysiologiques, il y a un influx du système nerveux autonome qui est important, avec des plexus nerveux qui sont en particulier localisés au niveau du pied des veines pulmonaires, pas très loin du pied des veines pulmonaires. Et ils jouent un rôle important. Et quand on va faire des ablations, c'est important de cibler ces zones-là en termes d'efficacité d'ablation de l'arythmie. Alors, vous pouvez voir sur cette photo d'oreillette gauche que c'est une oreillette gauche vue face arrière. Et donc, quand on s'intéresse à de la fibrillation atriale paroxystique, donc voilà un électrocardiogramme typique, l'oreillette est normale sur le plan structurel. Vous voyez bien, elle n'est pas fibreuse du tout. Et les caractéristiques de cette arythmie, c'est qu'elle est paroxystique. Là, elle revient périodiquement en rythme sinusal. Et elle se présente par des accès de fibrillation atriale qui démarrent par des extrasystoles atriales extrêmement précoces, qu'on appelle P sur T. C'est-à-dire que l'onde P tombe dans l'onde T et qu'on ne la voit pas. Et donc, ce sont des fibrillations atriales. Celle-là, elle est vraiment très, très particulière parce qu'elle est pratiquement subintrante. Il y a plus d'épisodes de FA que de rythme sinusal. Ça, c'est un mécanisme particulier qui signe que l'arythmie naît des veines pulmonaires. Et puis, au fur et à mesure que l'arythmie dure, qu'elle devient permanente, ou ce qu'on appelle la long standing, celle qui dure depuis plus d'un an, vous voyez, la structure de l'oreillette est complètement détruite. Il y a de la fibrose, il y a de la graisse, et l'arythmie devient permanente, de plus en plus microvoltée en général. Et donc, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose de s'attaquer au traitement de ça que de s'attaquer au traitement d'une oreillette qui est très abîmée. Alors, les premiers traitements, bien sûr, ce sont les médicaments, mais les médicaments, en particulier les antiarythmiques, ont énormément déçu dans la prévention des récidives de FA. Vous voyez, ça, c'est une étude qui est déjà assez ancienne, qui a comparé le placebo, c'est-à-dire pas de traitement, le sotalol et l'amiodarone. L'amiodarone, c'est le meilleur médicament pour prévenir en termes d'efficacité les récidives d'arythmie. Et malgré tout, au bout d'un certain temps, de quelques années, on n'est pas à plus de 70% d'efficacité. Les médicaments, en plus, ils ont une particularité, c'est d'avoir été décrits comme étant délétères dans certains cas. Et donc, on a restreint beaucoup leur usage, les antiarythmiques, en particulier chez les patients qui présentent de l'insuffisance cardiaque. Alors que paradoxalement, dans les études, ça c'est un sous-groupe de l'étude AFFIRM qui a comparé des patients qui étaient peu symptomatiques en randomisant un bras dans lequel on contrôlait simplement la fréquence cardiaque en les laissant FA, et dans l'autre bras, on a essayé de les remettre en rythme sinusal avec beaucoup d'antiarythmiques.
eh bien, on a bien démontré que les patients avaient un bénéfice très net à être en rythme sinusal, mais en revanche, les antiarythmiques étaient quand même un facteur de mauvais pronostic. Et donc ça ouvre la porte beaucoup aux techniques d'ablation de l'arythmie pour essayer de se débarrasser des traitements. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on fait cette technique d'ablation ? Il faut aller dans l'oreillette gauche. Il y a deux techniques principales. Une technique qui est de l'électrophysiologie, ça c'est une sonde de radiofréquence qui est donc irriguée, vous voyez, qui va brûler à son extrémité comme du bistouri électrique à distance entre le bout de la sonde qui fait 4 mm et une plaque que les patients ont dans le dos en général. Il faut aller dans l'oreillette gauche, il faut ici, donc ça on s'aide d'un scanner, on reconstruit avec cette sonde qui est dotée d'un petit système électromagnétique. Ce que vous voyez en gris, là, c'est l'oreillette gauche qu'on est en train de reconstruire sur le plan électrique simplement en promenant notre sonde à l'intérieur du cœur par voie transseptale. Et donc, on essaye de reconstruire une image qui ressemble au scanner qu'on a là en référence, de façon à aller partout dans l'oreillette. Donc, on reconstruit cette cavité électrique, on arrive à dessiner comme ça une oreillette, à repérer les endroits où sont les veines pulmonaires. Par voie transseptale, on met un lasso ici dans la veine pulmonaire, ça c'est la veine pulmonaire supérieure gauche. Et ce lasso que vous voyez ici dessiné permet d'enregistrer les potentiels électriques à l'intérieur de la veine. Et après, le travail consiste à aller brûler, avec cette sonde qui fait 4 mm, le tour de la veine pulmonaire en restant à distance, en ne brûlant que dans l'oreillette, parce que les veines pulmonaires c'est sensible, et si on va les brûler, elles se rétrécissent, et les gens ont des sténoses pulmonaires, il faut traiter une complication d'une intervention. Donc on se met à distance, et le travail consiste à aller encercler comme ça les veines pulmonaires, en vérifiant bien, en laissant le lasso à l'intérieur, que les potentiels électriques qu'on cherche à détruire vont disparaître. Ça s'appelle déconnecter les veines pulmonaires en termes de jargon électrophysiologique. Vous avez ici un exemple, je vous montre juste un exemple d'électrocardiogramme endocavitaire pour que vous compreniez ce qu'on essaie de chasser, de chercher. Ça, c'est une stimulation de l'oreillette, le QRS est là, donc c'est un électrocardiogramme à grande vitesse. Ça, c'est le lasso qui est à l'intérieur de la veine pulmonaire, et ce potentiel-là, c'est celui de la veine, celui qui est bien pointu là. Ça, on stimule l'oreillette là, le potentiel de la veine pulmonaire est là, et l'électrocardiogramme, le ventriculogramme est là. Et quand on brûle et qu'on crie de joie, c'est quand on voit ça disparaître, ce potentiel électrique là que vous voyez qui disparaît, qu'on arrive à voir en direct pendant notre intervention. Ça, c'est la première technique, donc radiofréquence. Deuxième technique possible, cryoablation au ballon. Alors, on passe notre ballon, bien sûr, dégonflé par le transseptal, on le gonfle dans l'oreillette. Ici, on ne le voit pas, mais ici, pareil, il y a un système de lasso qui enregistre, et on va appliquer le ballon contre le pied de la veine pulmonaire. On injecte de l'iode ici, on vérifie que ça ne refoule pas, c'est-à-dire qu'on est bien appliqué contre le pied de la veine pulmonaire, et on fait passer du protoxyde d'azote dans le ballon, et ça fait une collerette de cryoablation autour des pieds des veines pulmonaires. Voilà un exemple d'un patient qu'on a fait à la Pitié-Salpêtrière. Donc ici, vous voyez la ponction transseptale, il y a une échographie transésophagienne, le lasso dans la veine pulmonaire, donc on enregistre les potentiels électriques, on gonfle le ballon, alors moi je ne vois pas très bien là, mais je crois que c'est ça. On injecte dans la veine pulmonaire supérieure gauche, et vous voyez bien qu'il n'y a pas de diode qui refoule comme ça à l'intérieur, donc on est bien occlusif. Et à ce moment-là, on fait passer, passer du protoxyde d'azote dans le ballon et on congèle. Donc ça, ce sont les deux moyens de destruction qu'on a quand on veut faire de l'ablation de fibrillation atriale paroxystique, dont le mécanisme est l'hyperactivité au niveau des veines pulmonaires. Après, quand on veut aller traiter des fibrillations atriales qui sont plus persistantes, il y a des foyers et des mécanismes de réentrée qui sont dans toute l'oreillette, et là, ça devient beaucoup plus compliqué et extrêmement discuté actuellement. Dans les méthodes qu'on a eues, toutes les méthodes consistent à, premièrement, isoler les veines pulmonaires, donc quelle que soit la méthode utilisée, radiofréquence ou cryoablation. Après, on a discuté d'aller faire des lésions linéaires dans l'oreillette, des lignes de brûlure par radiofréquence entre le toit, entre les veines pulmonaires supérieures, par exemple, ou entre l'isthme mitral, dans l'isthme mitral, c'est-à-dire entre la veine l'orifice mitral et la veine pulmonaire inférieure gauche, pour faire une espèce de cox, maze améliorée. La deuxième possibilité qui a été recherchée consiste à aller ablater des potentiels fragmentés dans l'oreillette. Les patients sont en arythmie, on va faire une espèce de cartographie de leur potentiel, et tous les potentiels qui sont microvoltés, bien écrasés et avec des grandes fréquences comme ça, sont des potentiels électriques anormaux qu'on va brûler. Troisième chose qu'on peut faire, c'est ablater les plexis ganglionnaires, c'est-à-dire s'attacher à avoir des ralentissements cardiaques pendant qu'on brûle au niveau des pieds des veines pulmonaires, qui est la cible, qu'il y a un plexus nerveux à cet endroit-là. Et puis après, il y a aussi d'autres techniques qui consistent à les brûler dans les veines thoraciques et les veines pulmonaires, et le sinus coronaire.
Toutes ces techniques ont été associées plus ou moins selon les études. Les lésions linéaires, ce qu'on a fait, on a copié les chirurgiens. Donc vous voyez cette intervention, la référence c'était le MES avec un très grand pourcentage de succès. Alors nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, on met notre cathéter à l'intérieur du cœur et puis on essaye de brûler de façon transmurale entre, par exemple, sur le toit, entre les veines pulmonaires supérieures. Après ça, bien sûr, on vérifie que notre ligne empêche le blocage de l'influx d'un côté et de l'autre de l'oreillette. On stimule de part et d'autre pour vérifier qu'on est bien transmural. Ça, on essaye de faire comme ça, de refaire un peu ce que faisaient les chirurgiens à notre échelon. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'est-ce que c'est quand on brûle des potentiels fragmentés. Là, ici, ce sont des potentiels fragmentés dans l'oreillette. Puis on essaye en brûlant de les détruire tous et d'obtenir un rythme sinusal. Donc ça, en revanche, ça expose à aller brûler une bonne partie de zones anormales dans l'oreillette, dont on n'est pas absolument certain actuellement qu'elles sont toutes utiles à ça. Les plexis ganglionnaires, comment on fait? On va brûler vers les pieds des veines pulmonaires qu'on connaît, et puis on essaye de voir à quel moment le rythme cardiaque brutalement se ralentit. Ça veut dire que c'est un endroit intéressant sur le plan des influences nerveuses, et donc quand on a ça, on insiste un peu pour aller faire plus de lésions jusqu'à ce que le cœur ne se ralentisse plus quand on brûle à cet endroit-là. Alors, quels sont les résultats de ces interventions? Eh bien, ce qu'on a montré, c'est que globalement, quand on fait une ablation de fibrillation atriale paroxystique, on a à peu près 80% de succès, au terme parfois de plusieurs procédures. Et quand on fait des ablations de fibrillation atriale persistante, à 5 ans, on est à peu près actuellement aux alentours de 50% de succès, c'est-à-dire le succès étant estimé sur les récidives d'arythmie. Il y a eu des études qui ont montré que c'était plus intéressant de faire d'avoir des ablations efficaces, enfin des ablations, le traitement ablatif est plus intéressant que le traitement antiarythmique, en particulier en termes de récidive d'accident vasculaire cérébral et en termes de mortalité et d'incidence cumulée de mortalité et d'accident vasculaire cérébral. Donc ça semble vraiment une technique intéressante, à condition de bien cibler les patients, et c'est ce qu'on va voir. Dans l'insuffisance cardiaque, il y a des études qui ont été effectuées aussi. C'est tout flou, je rêve. Des études qui ont été effectuées aussi chez des patients en grande insuffisance cardiaque qui étaient en fibrillation atriale. Je suis navrée, mais chez moi ça passait très bien. C'est pas un Mac que j'ai chez moi aussi, c'est pour ça. Pour vous expliquer, donc je passe cette diapositive du coup, qu'on améliore beaucoup la mortalité des patients en grande insuffisance cardiaque. C'était des patients qui étaient près d'assistance et de transplantation, quand on peut les remettre en rythme sinusal. Et ça, c'est pareil, c'est une étude qui, dans l'insuffisance cardiaque, montre qu'à la fois sur le plan de la tolérance, enfin de l'efficacité en termes de capacité fonctionnelle des patients et de fraction d'éjection, quand on arrive à leur faire une ablation efficace, on améliore considérablement leur survie et leur fonctionnalité, même quand on compare des patients à qui on a fait une ablation de FA à des patients à qui on a fait une ablation du nœud auriculo-ventriculaire et à qui on a mis un stimulateur multisite. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas gratuit en termes de complications. Et donc ça, c'est un registre des complications qui a été fait en 2005 par Ricardo Capato, qui a envoyé en fait des questionnaires aux gens qui faisaient de l'ablation pour leur demander quelles étaient leurs complications. La première complication, c'est les tamponnades, parce qu'on fait ça sous beaucoup d'anticoagulants de façon à éviter les accidents vasculaires cérébraux. Donc on a environ entre 3, en fonction des études, 3 à 5% de tamponnades périopératoires, qu'on gère assez bien en général avec une ponction transseptale. C'est exceptionnel qu'on ait besoin des chirurgiens pour avoir fait parce qu'on a fait une plaie cardiaque. Sepsis endocardique, il n'y en a pratiquement pas, pneumothorax pas non plus. En revanche, des paralysies phréniques, ça peut se voir avec la cryoablation. Les complications, bien sûr, vasculaires locales. Et puis, il y a accidents vasculaires cérébraux qui sont aussi une des complications, mais maintenant extrêmement rares, parce qu'on anticoagule beaucoup les patients pour les interventions. Il y a une complication exceptionnelle qui n'est pas marquée dans ce registre, que les chirurgiens doivent connaître, qui est la fistule atrioésophagienne. L'ésophage est juste derrière l'oreillette gauche. Et il y a actuellement une 50aine de cas dans la littérature, mais bien sûr, il y en a plus, parce qu'on en connaît tous des copains qui ont vu ça et qui en ont eu. Donc, ce sont un petit pertuis qui se fait entre l'oreillette gauche et l'ésophage, environ 15 jours après l'ablation. Et donc, les patients qui ont ça présentent un tableau d'accident vasculaire cérébral fébrile, avec des douleurs thoraciques, c'est surtout la fièvre. Et donc, personne n'y pense parce qu'ils sont sortis, ils sont rentrés chez eux et ils se présentent avec un tableau qui ne correspond pas à un trouble du rythme. Et donc, ça se traite en urgence, ça, avec un scanner thoracique et surtout pas une fibroscopie pour ne pas mettre de l'air dans l'ésophage,
par une œsophagectomie. Donc c'est quand même extrêmement lourd. C'est extrêmement rare, mais c'est extrêmement lourd. Alors, l'ablation, est-ce que c'est meilleur que les antiarythmiques? Eh bien, vraisemblablement, oui, en particulier pour les patients en insuffisance cardiaque. Il y a plusieurs études qui ont montré ça. Le problème, c'est que ça présente des risques. Et donc, actuellement, on cible beaucoup les patients pour l'ablation, surtout chez les gens qui sont symptomatiques et pour les gens qui ont des fibrillations atriales paroxystiques sur cœur sain, parce que là, on sait qu'on peut être vraiment efficace. Pour les fibrillations atriales persistantes et surtout les long standing, je pense que pour l'instant, c'est une technique qui vraiment mérite d'être étudiée au cas par cas. Il y a beaucoup de discussions actuellement sur les techniques d'ablation. Est-ce qu'il faut faire des lignes? Est-ce qu'il faut faire des brûlures très localisées? C'est très discuté actuellement. Alors, comment est-ce qu'on cible les patients qui ont le moins de chances de succès? Un, c'est ceux qui ont des grosses oreillettes gauches. Plus votre oreillette gauche est grosse, plus elle est dilatée, plus elle est abîmée, moins ça va marcher. Est-ce qu'on a une possibilité, en regardant la fibrose dans l'oreillette, il y a des études qui ont été effectuées avec des IRM, si l'oreillette est très fibreuse, eh ben, ça ne va pas marcher, il vaut mieux pas faire d'ablation. Sur l'électrocardiogramme, il y a des moyens de voir si on va vraiment s'acharner sur quelque chose de très difficile. Une fibrillation atriale qui est très microvoltée et qui est très rapide a beaucoup moins de chances on a beaucoup moins de chances de succès que si vous avez des auriculogrammes assez amples et pas trop rapides. Donc, et puis la durée de l'AFA, bien sûr, c'est quelque chose de très significatif. Donc les patients chez qui on a le moins de chances de succès, ce sont les gens plus âgés, ceux qui ont une cardiopathie sous-jacente et ceux qui ont une grosse oreillette gauche et une oreillette très microvoltée sur l'électrocardiogramme. Je vous passe celle-là. Donc en pratique, comment on fait? Vous vouliez de la pratique tout à l'heure. On fait au départ une consultation, on explique la technique au patient, bénéfice-risque. On fait une échographie et un scanner 3D avant la procédure pour pouvoir voir si les gens sont accessibles à une technique de cryoablation ou de radiofréquence. On fait les interventions sous AVK parce qu'on sait que les relais sont délétères. Quand on arrête les AOD, en revanche, à J maintenant, c'est pas J-5, c'est J-3 maintenant, les patients sont toujours techniqués, intubés, ventilés avec une échographie transésophagienne. Et pour éviter les fistules atrioésophagiennes, on met une sonde thermique dans l'ésophage de façon à bien voir si on échauffe ou on refroidit trop l'ésophage quand on fait une ablation. On leur fait une échographie transthoracique, bien sûr, à post-ablation et avant la sortie. Ils sortent à J3 en général. On reprend les anticoagulants. Et après ça, on module le traitement antiarythmique en fonction du geste qu'on a fait et de la période, pour encadrer la période de cicatrisation, en général de 3 mois. Le plus souvent, on maintient le traitement antiarythmique. Quand il y a des récidives précoces, on explique aux gens que c'est pas grave quand ça survient dans les 3 premiers mois, que c'est la période de cicatrisation de l'oreillette et qu'il ne faut pas qu'ils se désolent. Et après, si au bout de 3 mois, ils refont des récidives, on discute de savoir s'il faut faire une deuxième intervention. Donc l'ablation, ça gagne progressivement du terrain. Il y a des essais en cours, en particulier pour comparer ça contre les antiarythmiques en première intention. Donc l'AFA focale, globalement, c'est 80% de succès. L'AFA permanente, c'est plutôt 50% de succès. Et donc, il faut vraiment bien cibler les patients et améliorer les performances. Alors, je vous ai dit, on essaie de ne pas faire d'intervention chez des gens chez qui on pense que ça ne va pas marcher, qui ont des très grosses oreillettes gauches et des fibrillations auriculaires anciennes. On a une botte secrète maintenant qui vient d'arriver, qui est le chirurgien et l'ablation en team. Il y a une technique qui consiste à faire une ablation par des petites thoracotomies sous vidéochirurgie des veines pulmonaires avec un système qui s'appelle Atricure, couplé immédiatement dans le même temps opératoire ou quelques mois après avec un complément d'ablation par voie endocavitaire. Et cette étude qui est assez préliminaire montre que ça semble donner des résultats très intéressants pour les patients qui sont vraiment difficiles par voie endocavitaire. Et donc ça, c'est une technique qu'on commence à développer à la Pitié-Salpêtrière. Enfin, sur le plan des choses qu'on va pouvoir améliorer, il y a la technique, c'est-à-dire essayer de repérer vraiment les endroits qui sont responsables de l'arythmie. Et ça, c'est des cartographies qui vont venir, soit à haute densité, on va avoir ce système-là à la Pitié-Salpêtrière prochainement, j'espère, soit des cartographies optiques qui disent quelles sont exactement les zones qu'il faudrait aller brûler à l'intérieur de l'oreillette pour détruire les zones qui sont vraiment responsables de l'arythmie. Et puis, ça, c'est une technique qui existe actuellement à Bordeaux à titre de recherche, qui est une veste qu'on met aux patients
une veste avec des 156 électrodes externes. On met le patient dans l'IRM et cette veste permet de regarder et de montrer exactement où sont les circuits dominants d'arythmie. Et donc, une fois que le patient a été dans l'IRM, il va dans la salle de cathé et on essaye d'aller brûler uniquement ces endroits-là pour ne pas faire des brûlures extensives de l'oreillette. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est également en devenir et pour lequel on espère qu'on participera. Et voilà, je vous remercie. Ça, c'est un petit mot de l'équipe de la Pitié. On a actuellement 2 femmes absentes, dont une qui a bien récemment ravi son grand-père, qui est là. Et donc, on en a une autre qui vient de faire pareil, là. Donc, et vous pouvez remarquer qu'il y a la parité, quand même. On m'a fait remarquer ça il n'y a pas longtemps sur la diapositive. Je vous remercie. Alors, une personne de 65 ans qui fait une fibrillation auriculaire qu'on décèle. Qu'est-ce qu'on fait? Une fibrillation auriculaire? Auriculaire qu'on décèle pour la première fois. On vous l'envoie tout de suite. Alors, je ne vais pas la blaster, je ne vais pas lui faire d'ablation dans la nuit. Alors, des messages simples. Quand on fait une première fibrillation auriculaire, bon, on est paniqué, ça va. Bon, vous avez une fibrillation auriculaire. Alors, on veut 65 ans, on discute de vous mettre aux anticoagulants tout de suite. Après, on va réfléchir. On va vous mettre aux Après ça, on voit si vous êtes ralenti, enfin, si vous êtes très rapide ou pas, on vous ralentit. Après, on vous envoie voir un bon docteur qui va vous faire une échographie cardiaque, discuter avec vous et vous remettre vite en rythme sinusable s'il peut, avant de réfléchir pour faire autre chose. Il ne faut pas laisser la fibrillation auriculaire évoluer pendant longtemps. Voilà. Et après, on discute avec vous, en fonction des récidives éventuelles et de votre choix et de vos symptômes, surtout, des rapports bénéfices-risques d'une intervention en fonction aussi des autres paramètres, c'est-à-dire la taille de l'oreillette et tout ça. Bien. Alors, mais pas 80. Madame 65, vous avez dit mais pas 80. Un certain nombre des actes qui sont faits avec des chirurgiens. La seule chose que je dis, c'est que dans une équipe chirurgicale, il faudra désigner une personne qui va travailler avec eux. Parce que si vous avez 6 chirurgiens, que chacun y passe l'un après l'autre, le résultat est catastrophique. Voilà. Donc, il faut, dans les équipes de chirurgie, il faut que ça soit suffisamment étoffé, suffisamment important. C'est ce qu'Alec a dit, c'est ce que vous venez de dire. Vous désignez un chirurgien qui s'intéresse à ce problème. C'est fini, un chirurgien cardiaque qui fait tout. Ça n'existe plus. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les gens sont spécialisés de faire ceci, de faire cela. Donc, je pense que vous êtes satisfait de ça, non? Parfait, monsieur, c'est parfait. Nous, la seule chose pour laquelle on n'est pas satisfaite, c'est que je ne vous ai pas dit, mais ces procédures-là durent parfois 4 heures. Donc, on ne peut pas en faire 15 ou 20 par semaine, ou alors il faut nous donner des moyens. Des salles, des bras, du matériel, des bras, des anesthésistes, et voilà. Donc vraiment, ça c'est un gros facteur limitant actuellement. On a une demande énorme et on peut traiter beaucoup de gens, mais il y a les chirurgiens, mais il y a le reste aussi. Avez-vous des questions à poser à Madame Iden sur l'ablation dans la fibrillation auriculaire? Oui. Ça n'est pas directement lié à ça, mais y a-t-il une possibilité de voir directement par voie endocardiaque à l'heure actuelle? Alors, on ne voit pas comme ça avec un fibroscope, parce que c'est un cœur battant, bien sûr, oui. Mais il y a l'échographie endocavitaire qui existe, ce qui s'appelle ICE en anglais, donc échographie endocavitaire dans lequel on peut repérer très bien les zones, mais on ne voit pas les zones de fibrillation auriculaire, si c'est ça votre question. On ne voit pas l'influx de l'oreillette. Ça j'entends bien, mais l'anatomie de l'oreillette, on peut la voir directement. On la voit très bien avec l'échographie endovasculaire, oui. Mais ça coûte des sous. Donc on n'en a pas partout et pas maintenant. Il ne faut pas oublier, c'est que les chirurgiens que nous sommes, nous faisions la même chose qu'au niveau de l'autopsie, d'avoir l'objet, et on avait cette image-là qu'on voyait. Aujourd'hui, ce qu'Alec a dit, ce que Mme Iden vient de le dire, ce que Gilles va vous dire et après, c'est qu'il y a une imagerie faite par les médecins, pour les médecins, qui n'est pas du tout la même chose que ce que nous, les chirurgiens, on connaît. Voilà. Ça, il ne faut pas oublier ça. C'est que si on souhaite parler avec les cardiologues qui s'intéressent à des problèmes interventionnels, il faut qu'on puisse comprendre leur langage. Vous comprenez? Il ne faut pas dire que moi je sais parce que c'est comme ça. Il faut comprendre leur langage. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont comme méthode pour regarder, les échographies, les scanners, les IRM,
ils ont une imagerie qui est propre. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et les techniques, d'ailleurs, elles vont évoluer avec l'imagerie, ce que disait M. Vagnan. L'équipe de Bordeaux, ils travaillent sur quoi? Sur le fait de faire des ablations sous IRM. C'est-à-dire là, vraiment, on verra. On ne verra pas dedans, mais on verra par l'extérieur, mais on verra. Donc, c'est ça la technique qui va venir dans 10 ou 15 ans ou 20 ans. C'est l'ablation directe avec l'IRM en salle. On fera ça sous IRM. Merci beaucoup, madame. Ah, pardon, Philippe. C'est une curiosité personnelle. Je suis en train de faire une expertise qui concerne une procédure qui s'est compliquée, une technique mixte de réduction de fibrillation auriculaire par voie endovasculaire et par voie chirurgicale. Cette technique chirurgicale a consisté à passer en transdiaphragmatique, le chirurgien cardiaque ayant fait une laparoscopie et traverser le diaphragme et traiter avec un device spécialisé qui contient un endoscope et une sonde de radiofréquence et a fait une ablation. Vous avez parlé tout à l'heure d'abord par mini-thoracotomie. Est-ce que la voie transdiaphragmatique est une expérience unique il y a deux techniques. Il y a deux techniques sur le marché actuellement. Une qui est par thoracotomie ou thoracoscopie et la deuxième qui est par voie transdiaphragmatique, effectivement. Donc ça, c'est les deux techniques actuelles. Moi, je n'ai pas du tout d'expérience de cette voie-là, mais c'est celle qui est recommandée avec le système. Hein. Il est fait pour ça. Donc c'est une technique d'avenir. Je ne sais pas, puisque je n'en ai pas l'expérience. Mais en tout cas, les ablations mixtes sont très probablement une technique d'avenir, oui. Voilà. La mienne, en l'occurrence, c'est compliqué d'une hernie diaphragmatique avec ascension du foie gauche et de l'estomac dans le thorax et un volvulus intrapéricardique de l'estomac. Bon, ça, c'est pas une complication que j'ai retrouvée, mais je vais la noter. Elle ne doit pas être très répandue quand même. Il est guéri de sa hernie, mais il n'a pas été guéri de sa fibrillation. Ah, dommage. Ça, vraiment dommage. Merci beaucoup, madame. Et on va donner les résultats d'élection. Merci, Raj. Alors, je proclame les résultats des élections. Alors, concernant les élections des 8 membres titulaires, il y avait 83 votants. Je vous rappelle que pour les membres titulaires, seulement les membres titulaires, qu'ils soient honoraires ou non, ont le droit de vote et les 8 membres ont été élus. Vous verrez les détails secondairement. Concernant les membres associés, 89 votants, suffrage exprimé 89, les 16 membres ont été élus. Concernant le renouvellement du conseil d'administration, 89 votants, 2 nuls, suffrage exprimé 87, ont été élus Jean-Pierre Arnaud, Emmanuel Chartier-Cassler, Olivier Farge, Philippe Lasserre, Philippe Montupet, Jean-Pierre Triboulet, Richard Villet. N'ont pas été élus Jacques Caton, Dominique Poitou. Concernant les modifications de l'article 4 des statuts de l'Académie nationale de chirurgie, le nombre de votants était de 89. Le quorum, je vous le rappelle, a été établi à 87. Concernant ces 89 votants, la majorité requise des 2/3 représentait 56 votes. Les votes dépouillés, donc il y a eu 89 votes, 4 nuls et 85 oui, 0 non. Ça veut dire que notre Académie a franchi un grand pas vers le futur et je vous remercie de votre confiance. Je repasse la parole à Iraj Ganjbach. Merci. Quand, avec tous les efforts des uns et des autres, la fibrillation auriculaire persiste, il y a le risque de faire des embolies et l'accident vasculaire cérébral. Donc, jusqu'à maintenant, le traitement et les anticoagulants, et comme je vous ai dit tout à l'heure, 4000 morts par an par les accidents de traitement anticoagulant. Donc, l'idée était venue, s'il n'est pas possible, de supprimer le nid à fabrication des caillots, c'est-à-dire que l'auricule gauche. Les chirurgiens, depuis des décennies, supprimaient l'auricule quand ils opéraient un patient. Nos amis cardiologues, aujourd'hui, par méthode percutanée, peuvent obturer l'auricule gauche. C'est ce que Gilles va nous montrer.